Bien, bonjour à toutes et à tous. Qu'on fasse à peu près l'heure, hein, donc on est déjà à 10 minutes en retard. Bon, on va essayer de rentrer dans le sillon. En parlant un peu d'un objet qui n'a pas été forcément abordé en tant que tel dans les projets de CERM, en tout cas ceux qui ont été jusque-là exposés. On en a entendu parler ce matin une fois avec un projet porté par une association entre Annecy et Albertville. Mais donc l'idée, c'est de parler un peu des tram-trains et des trains légers. Alors, les tram-trains et les trains légers, c'est déjà beaucoup de catégories différentes, on le verra. Et puis ensuite, il y a des questions, évidemment, sur quel type de territoire, qu'est-ce qu'on peut imaginer, comment ça peut compléter une panoplie qui serait composée de ferroviaires lourds, on va dire, ou pas. Est-ce que ça pourrait être aussi un réseau de base ? Et est-ce que ça pourrait permettre ou pas, par exemple aussi, d'éviter le passage par des gares centrales saturées dans un contexte où vous avez déjà un réseau de tramway existant? Voilà, c'est un peu les genres de questions qu'on peut poser. Et il y en aura plein d'autres. Donc l'idée, c'est un peu d'avoir une démarche exploratoire. Donc pour ce faire, moi je suis Pierre Zambry, professeur à l'université Gustave Eiffel, laboratoire Ville, Mobilité, Transport. Et mes deux comparses donc, sont Julien Bornet, donc, qui est directeur du développement ferroviaire chez Aegis, et donc qui a travaillé déjà sur un certain nombre de projets, et donc qui pourra aussi rapporter à la fois son expérience d'accompagnateur des maîtres d'ouvrage, et puis en même temps ses idées aussi, puisqu'on acquiert une expérience d'un projet à l'autre, c'est toujours intéressant. Et puis Eric Steil, donc, qui est directeur marketing et développement à TER SNCF, et donc qui, lui, s'exprimera en tant qu'exploitant, et dont nous dira un petit peu aussi son point de vue sur la question. Voilà, écoutez, on va commencer à se demander de quoi on parle. Voilà, d'accord. Voilà, donc l'idée, c'est un petit peu d'explorer toute une gamme alors qu'on appelle par commodité tram-train ou train léger. C'est déjà deux composantes un peu différentes. Hein. Le tram-train, à l'origine, concept de Karlsruhe, hybridation entre du transport urbain ferré et le réseau ferré national au sens large, c'est-à-dire un matériel capable de circuler sur les deux, une interface courte et une efficacité maximale, surtout dans un contexte où la gare centrale est excentrée, justement ce qui était le cas de Karlsruhe. Et il y a eu ensuite d'autres expressions en Allemagne, voire même une en France avec Mulhouse. On en parlera tout à l'heure. Donc l'idée, c'était de croiser le meilleur des deux mondes, hein, la finesse de desserte du tramway et autant que possible la rapidité de desserte sur la partie ferroviaire, sachant qu'en plus, ça a permis d'ajouter des points d'arrêt en périphérie, les capacités d'accélération et de freinage du matériel par rapport à un matériel ferroviaire conventionnel, permettant d'intercaler des gares. Et donc, dans le contexte allemand où il faut qu'il y ait quelque chose, un point d'arrêt pour pouvoir développer de l'urbanisation autour, c'était l'occasion aussi de compléter le chapelet, si on peut dire, le long des axes, et donc de mettre de l'urbanisation nouvelle en situation intercalaire. Voilà. Alors le train léger, c'est un peu différent, des matériels roulants spécifiquement conçus pour des dessertes à arrêt fréquent, mais qui ne quitteront pas, a priori, le réseau ferré national. Donc on a commencé déjà à mettre du tram-train sur du réseau ferré national sans en faire sortir. Donc il est resté. Par exemple, pensez à l'Ouest lyonnais. Et on est en train de développer aujourd'hui, dans le cadre d'un grand programme financé par l'ADEME, un certain nombre de petits véhicules de capacités diverses, susceptibles de circuler soit d'ailleurs sur le réseau ferré national, soit sur des lignes retranchées du réseau ferré national, donc sous une autre réglementation, hein, EPS, qui fonctionnerait plutôt sous réglementation STRMTG et non pas EPSF. Et l'idée, c'est que c'est adapté à des flux beaucoup moins massifs que les trains conventionnels, tout en étant décarboné, parce qu'aujourd'hui, c'est la condition sine qua non. Hein, faut que ce soit décarboné, donc on va fonctionner à l'hydrogène sur batterie, etc. C'est pas encore complètement arrêté, mais on peut aussi éviter l'équipement caténaire, ce qui est aussi parfois un obstacle, surtout s'il s'agit de développer des trafics plutôt moyens, voire faibles. Et ça permet aussi de travailler sur des dessertes beaucoup plus massives, si on peut dire, que ce qui existe à l'heure actuelle en régime TER. Tout va ensemble, hein. Il y a à la fois le matériel, mais le concept de desserte aussi. En tout cas, c'est ce que les porteurs de projets nous vendent à l'heure actuelle. Voilà. Alors, en fait,
quand on parle SERM, on parle surtout justement fréquence, amplitude, des régimes de desserte qui sont variés. On va parler aussi de temps de parcours concurrentiel, ce qui renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire des matériels qui ont de bonnes capacités d'accélération et de freinage par rapport à du ferroviaire conventionnel, sont des matériels dont la vitesse commerciale sera supérieure. Voilà, tout en pouvant ajouter des points d'arrêt en situation intermédiaire. Donc on peut faire soit constant avec des points d'arrêt en plus, soit vitesse commerciale supérieure à nombre de points d'arrêt constant. Donc c'est aussi un avantage si on fait, je dirais, une comparaison vis-à-vis des temps voiture. Donc on en a parlé tout à l'heure à propos de certains projets de SERM, notamment Tours, où on comparait justement les temps voiture et les temps ferroviaires. Donc c'est un moyen aussi d'utiliser des lignes secondaires du réseau ferroviaire, mais qui seraient intégrées de fait dans les futurs SERM. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que les SERM n'intégreront que des lignes déjà à trafic élevé et des lignes à capacité importante. Il y a aussi un certain nombre de branches de ces réseaux qui sont actuellement considérées comme de lignes de desserte fine du territoire. Donc ce qui justifie aussi peut-être un matériel adapté ou des capacités adaptées, mais sans sacrifier les fréquences ou dirais la quantité de services qu'on voudrait y mettre. Donc il faut trouver une sorte de compromis. Puis il ne faut pas non plus qu'ils soient surchargés quand ils arrivent en zone centrale. Donc ça amène aussi à faire un peu de travail très fin. Mais en tout cas, on voit que ça peut être dans la panoplie de ce qui est offert dans le cadre des SERM, ça peut être une solution à considérer. Voilà. Et puis, on peut interconnecter ou pas avec le réseau urbain. C'est aussi ça qui peut être intéressant, c'est-à-dire que si vous voulez pas forcément passer par la gare centrale, ou si vous voulez faire des parcours tangentiels, vous montrerez un exemple tout à l'heure, ça peut être intéressant aussi de considérer cette solution compatible avec les réseaux urbains. Voilà, donc pour aller vite, le tram-train a glissé en termes de concept, de sémantique, de quelque chose qui était vraiment un concept de desserte à un matériel roulant. Et à partir de là, les usages du matériel roulant se sont diversifiés. Voilà. Alors c'est vrai que le tram-train, il est né d'une idée qui est très ancienne, qui était le branchement entre des lignes suburbaines et des réseaux urbains. Donc ça a existé, y compris en France. Vous aviez des tramways interurbains qui s'interpénétraient avec des réseaux urbains. Un certain nombre de villes en ont eu. On a parlé de Tours tout à l'heure. Il y en avait, par exemple, des tramways départementaux qui rentraient jusqu'au centre de l'agglomération. Donc ça existe toujours. Si vous allez à Vienne, à Innsbruck, à Zurich, vous trouverez comme ça des tramways interurbains qui rentrent sur le réseau urbain. Mais ça rentre dans le concept, on peut dire, mais ce n'est pas du tram-train. D'ailleurs, ça peut être un matériel purement tramway qui pourra circuler sur les deux types de réseaux. Le concept de Karlsruhe, qui a été inventé par le regretté Dieter Ludwig, je crois qu'il est mort il y a peu de temps, en 1992, c'était dire finalement, il faut trouver un compromis matériel, mais qui permette d'assurer une desserte globale sur l'ensemble d'une étoile ferroviaire, ce qui était le cas à Karlsruhe, ce qui a été repris à Kassel, aussi à peu près dans les mêmes termes, et puis dans d'autres cas, mais simplement sur des faisceaux, sur des parties de réseau, où l'idée, c'était vraiment pas de rupture de charge au contact entre le périurbain, si on peut dire, et l'urbain, et toujours cette idée d'une conception très simple du branchement. C'est-à-dire il n'y a pas un très long raccordement, c'est quelques centaines de mètres, donc c'est judicieusement positionné là où le réseau urbain croise le réseau ferroviaire. Voilà, ça fonctionne, et du coup pas partout. Mais l'idée, c'est la logique de réseau. Et puis après, on a dit, tiens, il y a du matériel tram-train, on pourrait le mettre aussi. Alors, c'est bien d'ailleurs les Allemands qui ont commencé, puisqu'à Karlsruhe, la DB, les chemins de fer allemands, va acheter le même matériel que celui qui est interconnecté pour le faire rouler sur ses propres lignes. Et donc, il y aura une homogénéité globale, que ce soit interconnecté ou pas, ça sera la même chose. Et puis, on a vu apparaître, notamment en France, des sous-réseaux où vous allez voir aussi du matériel de type tram-train, mais dans des conditions où, par exemple, il n'y a pas d'interconnexion avec l'urbain. On pensait à Nantes-Châteaubriand, par exemple, ou à Nantes-Clisson. Nantes-Clisson, on est sur le RFN, on est sur le réseau ferré national. Nantes-Châteaubriand, c'est une sorte de tiers réseau avec un statut un peu particulier qui n'est officiellement pas connecté au reste et qui croise le réseau urbain en un point, mais qui ne s'interconnecte pas avec le réseau urbain au sens où les rames ne vont pas circuler sur le réseau urbain. Voilà, et puis maintenant on voit apparaître des modalités, alors pas en France,
Mais ça pourrait ressembler, par exemple, à une interconnexion entre l'Ouest lyonnais et puis, par exemple, ce qui part vers l'Est de Lyon en passant par le centre, où on voit des réseaux plutôt locaux, mais au gabarit ferroviaire, se connecter avec des réseaux urbains. Donc ça sera le cas sous peu à Lugano, par exemple. On a parlé du Tessin tout à l'heure. Il y a aussi un projet à Salzbourg dont on vous fera état. Voilà, alors on s'est amusé avec Jean-Claude Degan à monter une carte des réalisations. À l'échelle européenne, elle n'est peut-être pas complète, il y a peut-être encore des ajustements à faire. Mais l'idée, c'était de dire finalement, qu'est-ce qu'on a comme type? Alors on a un peu tout ce qui est vert, c'est un peu la connexion entre justement urbain et interurbain, mais sans forcément être connecté au réseau ferré national. Après, on va avoir des connexions plus, je dirais, de type Karlsruhe. Donc là, vous allez retrouver ce qui est en jaune. Et puis en rouge, les situations un peu tierces de type matériel tram-train sur réseau lourd, sur grand réseau, comme par exemple Nantes. On voit bien Nantes-Châteaubriand, Nantes-Clisson, etc. Donc on voit qu'il y a quelques cas en France qui sont intéressants. Il y en a en Espagne aussi, on a au moins 2. On a évidemment le monde germanique regorge de cas, mais souvent d'ailleurs qui correspondent au premier cas évoqué, c'est-à-dire les connexions tramway urbain, tramway interurbain. Mais on voit aussi le concept de Karlsruhe, c'est tous les points jaunes que vous avez à l'échelle d'une agglomération. Et puis en Grande-Bretagne, on a aussi des connexions qui se font entre des systèmes de tramway et des lignes du réseau ferré national, mais qui sont réappropriés d'une certaine façon, au sens où il n'y a plus d'autres convois que nos tramways en question, mais on a vérifié, elles restent quand même ouvertes à d'autres circulations. Voilà, donc ce n'est pas complètement retranché. Voilà, alors du coup, on s'est amusé avec mes petits camarades des GIS, faire une proposition de typologie en disant finalement, qu'est-ce qu'on a comme cas de figure intéressant. Donc en fait, on a le cas de figure qui correspond à Karlsruhe, le tram-train interconnecté avec le réseau ferré national, donc qui va aller effectivement sur les 2 types de réseaux, donc Karlsruhe, Kassel, Saarbrück, on en reparlera un peu tout à l'heure parce qu'il est aussi spécifique, Mulhouse en France, qui est le seul qui soit vraiment considéré comme chimiquement pur, et puis le T12 en Île-de-France, où vous avez Massy-Évry, où vous avez une partie qui circule sur la grande ceinture en mélange avec des convois de fret. Donc là, on peut considérer que ça correspond bien au concept de base. Après, on va avoir un concept un peu différent, c'est-à-dire qu'il y a bien interconnexion, mais on va avoir une infra de type ferroviaire qui aura été adaptée et qui ne sera plus parcourable par des trains classiques. Donc là, le mélange sera moins possible, on va juste récupérer l'infrastructure. Donc c'est le cas, par exemple, de Bondy, Aulnay, Montfermeil en Île-de-France, le T4. Donc vous avez en effet la réappropriation d'une infrastructure du réseau ferré national, mais des caractéristiques techniques qui empêcheraient des convois classiques de passer par la ligne. Et une interconnexion avec l'urbain. Saint-Cyr, Saint-Germain-en-Laye, même topo, c'est exactement la même configuration. Il ne serait plus parcourable par des trains classiques conventionnels, on va dire. Et puis un cas intéressant qui est le Rhône Express, où là on n'est pas question de réseau ferré national, mais d'un ancien chemin de fer dit de l'Est de Lyon, dont on a repris l'assiette, et donc et où vous avez donc à la fois pour partie des tramways urbains, le T3, et des tramways qui vont à l'aéroport en express, qui étaient d'ailleurs portés au départ par le département du Rhône et qui n'étaient pas considérés comme urbains. C'était une époque d'ailleurs où on avait la loi autorisait les départements un peu exprès à organiser des services de tramway. Ça avait d'ailleurs été prévu à un moment donné pour Grenoble-Voiron, mais ça ne s'est pas fait. Et puis pour l'Alsace aussi, il y avait eu quelques projets aussi, mais qui n'ont pas vu le jour. Voilà, donc là on réapproprie un réseau dit conventionnel, mais en lui enlevant la possibilité d'être interopérable. Et puis troisième cas, là on reste sur un réseau qui va être dédié au matériel de type tram-train qui, lui, ne verra pas d'interconnexion, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de partie urbaine. Voilà, donc vous avez Alicante, vous avez le tram-train de l'Ouest lyonnais, vous avez Nantes-Clisson, Nantes-Châteaubriand, et puis Épinay-sur-Seine, le Bourget, si on revient en Île-de-France. C'est là qu'on voit qu'il y a plusieurs cas de figure en Île-de-France et que voilà, les trams express recouvrent des réalités quand même assez différentes. Voilà, je passe la parole à Julien. Merci Pierre. On peut passer peut-être sur ces différentes diapos, arriver aux exemples plus
parisien. Voilà, on reviendra sur la partie internationale après. Ce dont je peux vous parler par rapport aussi à l'expérience acquise côté Aegis sur je dirais des exemples très concrets dont vient parler Pierre, c'est le T13, T13 Express qui est donc en région parisienne, dont la première phase a été inaugurée en 2022 et dont la deuxième phase est en cours de réalisation. C'est une ligne qui est intéressante parce qu'elle reprend, comme l'a bien expliqué Pierre, une partie de la grande ceinture qui est exploitée donc partiellement entre deux points, et la création d'une nouvelle section de ligne qui est purement une section de type tramway et qui permet d'accéder justement à Saint-Germain-en-Laye. Les deux sections de cette ligne-là sont très différentes, et vous pouvez le voir à droite de la cartographie, notamment du point de vue des vitesses. Pas tant sur le linéaire, qui est ce qu'il est, mais les vitesses, là on voit qu'effectivement le matériel doit s'adapter à des vitesses différentes. Quand on est sur une section type train léger, on peut monter jusqu'à 100 km/h. Et c'est ça qui va quelque part aussi conditionner, voire on va travailler sur l'optimisation de l'espacement entre les stations, puisqu'on a un train qui peut aller plus vite, donc on peut aussi desservir une partie territoire plus importante de ce point de vue-là. Le retour d'expérience sur ce sujet, c'est surtout, je dirais, la partie hypothèse, parce que comme dans tous les projets, les données d'entrée, les hypothèses de départ sont très importantes à tenir compte. Et là, dans ce cas précis, le fait que le tracé emprunte une partie de la grande ceinture a été un sujet de longue discussion avec l'État, notamment, parce que cette grande ceinture avait une certaine vocation de transport de train-fret, alors qui, dans cette section-là, n'était plus utilisée depuis un certain temps, mais il y avait une certaine quantité de mesures compensatoires qui devaient rester, je dirais, compatibles avec une future utilisation de cette même section par des trains-fret. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que suite à beaucoup de discussions, suite à beaucoup d'hypothèses et puis de scénarios qui étaient associés à des coûts, forcément, quand on doit réhabiliter des ouvrages d'art avec un certain tonnage à l'essieu, compatible fret, c'est pas exactement la même chose quand on fait circuler du matériel léger, qui est donc forcément moins cher. Il a été décidé assez tardivement, je dirais, quand même, dans le travail qui a été réalisé, de ne pas continuer d'imposer ces mesures compensatoires en allant étudier justement des scénarios alternatifs pour la desserte fret, en utilisant donc d'autres tracés pour les trains fret, ce qui a donc permis de partir sur des mesures qui sont des mesures train léger. C'est une particularité, je dirais aussi, qu'il faut tenir compte. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans la conception et derrière l'utilisation, l'usage qu'on fait de ces sections de ligne qui au départ est une très très bonne idée. Il faut utiliser absolument le réseau ferroviaire existant et puis surtout essayer d'innover dans les différentes utilisations qu'on peut en avoir, mais cette mixité de trafic pose forcément des questions sur la vocation que certaines lignes peuvent avoir, et finalement sur une stratégie aussi long terme en termes de transport, quel qu'il soit, que ce soit de voyageurs, mais que ce soit aussi de marchandises, qui est un sujet très important, parce que ça fait aussi partie de la grande stratégie de décarbonation des transports et qui nous emmène sur vraiment du très long terme. Donc les hypothèses de départ, je reviens dessus, sont très importantes je dirais, à asseoir et à décréter le plus en amont possible dans l'idée de faire émerger ce genre de solutions. Sur le T13, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On peut parler, comme l'a dit aussi Pierre, de l'exemple de tram-train, donc dit léger, sur notamment on voit la photo du TTOL, du tram-train de l'Ouest lyonnais, qui est donc, lui, circule sur le RFN, sur le réseau ferré national, avec du matériel bistandard qui ne sort pas de son tracé qui a été imaginé au départ. D'autres exemples, Nantes-Clisson, on l'a aussi évoqué, sont ce genre d'exemples avec derrière du potentiel, c'est-à-dire que
un réseau de trains légers comme celui-là, je reviens sur l'Ouest lyonnais, a forcément un potentiel énormissime dans le schéma de desserte global métropolitain, et avec donc par moment, hein, dans le passé, beaucoup de scénarios pour retravailler finalement aussi l'utilisation, comprendre comment on pouvait aussi intensifier d'un point de vue capacitaire la desserte qui était faite, et puis avec un peu comme dans tous les projets de ce type-là, des extensions qui sont jusqu'à présent restées à l'état d'étude. Mais on a là un beau sujet donc, hein, de tram-train léger, comme on le dit. En guise de synthèse, quelques points de vigilance sur les compromis finalement auxquels on doit arriver dans un schéma type tram-train. Il faut prendre conscience aussi de la différence qu'il peut y avoir entre circuler sur une section de ligne qui fait partie du RFN et une section de ligne qui est plutôt orientée urbain. On a forcément beaucoup d'interfaces sur la partie infrastructure, mais pas que. Les systèmes en font partie, et le matériel roulant finalement lui doit s'adapter à ces deux mondes-là. Les interfaces sont essentiellement dans les zones de transition, forcément. Quand on quitte une section du RFN et qu'on attaque une partie urbaine, c'est là où d'ailleurs les autorités nationales de sécurité sont très à même aussi de donner leur avis pour comprendre comment l'analyse de risque a été conduite au travers des études pour justement s'assurer qu'on a un système de transport qui est donc sûr pour les usagers. La gouvernance et l'horizon d'utilisation des infrastructures existantes, donc j'en ai parlé pour le T13, une notion très importante d'un point de vue infrastructure. Et puis la configuration des gares, des stations, des quais, parce que les quais sont des quais différents entre des quais qu'on utilise sur le RFN et des quais qu'on utilise sur une partie urbaine. Typiquement, la hauteur de quai n'est pas la même. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes, surtout en plus quand on est interconnecté entre deux systèmes, comme le RFN et le monde urbain. À tenir compte. Donc, d'un point de vue donc là purement système, l'électrification, voilà, comme c'est écrit là, est très variée. Donc ça aussi, ça impose des contraintes sur le matériel roulant, la signalisation, la télécommunication également. C'est pas les mêmes choses entre le monde urbain et le monde du RFN. Côté urbain, par exemple en télécom, c'est régi par le Tetra. Côté RFN, c'est régi par le GSMR. Donc ces zones de transition, c'est aussi pour illustrer quelle est l'importance de cette gestion, hein, de passer entre les deux mondes, est assez complexe à gérer, et ça demande donc pas mal d'anticipation, notamment dans la conception des différents dossiers de sécurité, comme ça affiche ici. Finalement, la contrepartie d'utiliser un système de transport à deux têtes, côté ferroviaire lourd et d'un autre côté urbain, c'est qu'on a les deux ANS à satisfaire, puisque les deux ANS sont intéressés par les deux mondes. Et de façon très schématique, ce qui est illustré ici, c'est les différents dispositifs qui doivent être conçus et réalisés pour faire en sorte d'identifier derrière, je dirais de façon exhaustive, les risques croisés qui peuvent intervenir dans justement la mixité de l'utilisation des deux parties. Donc bon, c'est pas un schéma sur lequel je vais m'appesantir, mais il faut comprendre par là que c'est donc très très utile de marier les deux mondes. Ça ne se fait pas par contre à n'importe quelle condition, et d'ailleurs c'est ce qui procure à ce système-là un grand niveau de sûreté. Mais voilà, on s'imagine bien que le fait de faire cohabiter des trains de fret avec un train du type léger, ça se fait pas comme ça. Ça se fait avec beaucoup de prédispositions sur notamment la partie circulation et les installations de sécurité qui elles sont à réaliser sur le parcours. Je reprends. D'ailleurs, lorsque le tram-train avait été mis en place à Karlsruhe, il y avait eu une discussion sur les normes de sécurité à adopter, notamment en cas de choc
Vous savez que sur le matériel ferroviaire, vous avez un gros bouclier à l'avant qui est censé protéger au moins le conducteur et puis derrière, évidemment, les passagers. Et donc, si on appliquait à la lettre la réglementation du réseau ferré national, il aurait fallu un énorme bouclier devant le tram-train qui le rendait inexploitable. Enfin, on était trop lourd. En plus, il y avait le transformateur à mettre et tout le reste. Donc, ils ont trouvé un compromis en disant, finalement, le tram-train freinera beaucoup plus rapidement que le matériel conventionnel. Donc le choc se fera à une vitesse moindre. S'il voit un poids lourd sur un passager à niveau, un train conventionnel, il va rentrer dedans à 80 à l'heure. Le tram-train, il arrivera peut-être à freiner avant. Et donc ce principe a été repris par la suite. Et finalement, les Allemands ont bien défriché le terrain pour les autres. Parce que maintenant, cette question ne se pose plus. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu d'accident grave impliquant un tram-train sur le réseau ferré national. Donc c'est aussi ça qui est important, c'est de trouver des compromis à un moment donné par rapport à des règles qui sont quand même plutôt rigides à l'origine, surtout quand il s'agit de sécurité. En général, on ne mégote pas s'il s'agit de sécurité, c'est un principe. Alors, je voulais, pour terminer, avant de passer la parole à M. Steil, donner 2 exemples qui peuvent permettre d'ouvrir un peu nos horizons. Le premier, c'est une ligne tangentielle qui est en projet à Francfort. Donc Francfort, c'est peut-être la taille de Lyon, quelque chose comme ça. Qui est une ligne tangentielle, au sens où elle va relier 2 parties du réseau S-Bahn. Donc vous apercevez bien sur la carte avec les petits S au niveau des stations, dans les ronds verts. Donc là, on est bien sur des lignes conventionnelles, mais après, on va sortir sur voirie. Et on va faire un tour donc, pour passer par l'aéroport. On va retrouver d'ailleurs le réseau S-Bahn par la suite. Donc l'aéroport étant au sud, je suis désolé, je ne peux pas pointer. Mais en gros, sur la partie sud, la partie horizontale, vous passez par l'aéroport de Francfort, qui est quand même une des plaques tournantes du trafic aérien international. Et l'idée, c'était de le brancher directement à 2 segments qui n'y étaient pas directement reliés par le S-Bahn, et d'autre part passer par une partie ouest de l'agglomération qui, elle, n'était pas reliée du tout à quoi que ce soit. Donc on alterne des parties sur réseau ferré national et des parties nouvelles sur voirie, ce qui donne là quelque chose d'un peu différent par rapport au concept originel, c'est-à-dire qu'on ne passe plus par le centre, c'est plutôt un moyen de faire une ligne tangentielle. Voilà, donc ça peut ouvrir les horizons pour certaines grandes agglomérations chez nous qui n'auraient pas forcément envie de faire que des lignes diamétrales passant par la gare centrale. Un autre exemple qui est intéressant, qui est développé à Salzbourg, donc, qui est le projet S-Link. Donc là, vous avez un chemin de fer, le Salzburger Lokalbahn, qui est donc dans la partie ouest, donc à gauche sur la carte, qui aboutit à une gare donc de Salzbourg. Et l'idée, c'est de le prolonger par un tunnel sous le centre-ville et ensuite de faire une section sur voirie qui rejoindra ensuite une autre gare à l'autre extrémité de l'agglomération. Donc là, on passe en tunnel, donc ça fera une sorte de semi-métro, et le total du prolongement est quand même de 15 km. Mais quand vous savez que de l'autre côté, vous avez un faisceau qui va quand même assez loin en périphérie, ça permet à la fois de l'amener vers le centre, mais surtout de l'amener vers les zones où il y a des emplois, qui se situent plutôt à l'est de l'agglomération. Et donc, on a un courant est-ouest du coup direct, sans rupture de charge, et qui permet d'améliorer la desserte du centre, sachant qu'à Salzbourg, il n'y a pas de tramway, donc à l'heure actuelle. Donc, ça va être de la création de A à Z, puisqu'aujourd'hui, il y a des trolleybus, mais il n'y a pas de tramway à Salzbourg. Donc, voilà aussi un autre exemple où on va créer le réseau urbain en même temps qu'on va connecter à une ligne externe. Alors, c'est assez comparable à Lugano, dont je n'ai pas mis le cas, où on va connecter un chemin de fer d'intérêt local à rien d'autre, puisqu'en fait, on va créer la continuation en urbain par un tunnel d'abord qui passera sous la gare centrale, et ensuite, on continuera sur voirie dans le centre de l'agglomération. Voilà, donc il y a un certain nombre de possibles, si on peut dire, de chemins qui permettent justement de sortir un peu du schéma nœud central, gare centrale, passage de tous les mouvements par la gare centrale et du coup peut-être contribution à sa saturation peut-être un peu trop rapide. Je vais passer la parole à Eric Steil qui va justement lui vous donner un point de vue d'exploitant. Ça va être un peu différent de nous, nous sommes très technico-techniques, territoire, etc. Mais voilà, il faut aussi avoir l'intégralité des points de vue sur ce genre d'objet. Bien, tout d'abord, merci de m'avoir invité à cette session. Peut-être un mot sur les Serm, parce qu'on a aujourd'hui le plaisir d'accompagner les régions. On a encore la main dans toutes les régions avec cette période
qui précède l'ouverture à la concurrence, et ça nous permet de voir un petit peu ce qui se passe partout. Et les premiers retours que l'on a, que ce soit Léman Express, dont on a largement parlé, ou Strasbourg, qui a connu un saut d'offres important, ou encore Bordeaux. Et puis très récemment, on en a un peu moins parlé, des compléments d'offres importants qui ont été amenés sur l'étoile de Rennes, et puis également dans le sud, sur toute la partie qui longe la côte entre Cannes et Menton, avec un CERM qui circule toutes les 15 minutes, y compris tard le soir. Ce qu'on observe, c'est qu'on a les mêmes résultats que quand on a mis en place les tramways dans les villes. C'est un vrai engouement pour les CERM, avec une adoption très rapide par les habitants, une fréquentation qui suit. Et ça, quels que soient les jours de la semaine, y compris les week-ends, mais également quelles que soient les heures de la journée, y compris en soirée, là où aujourd'hui on a très peu de trains qui circulent, et donc c'est un service qui est largement adopté. L'autre point qu'on mesure également, c'est que c'est un formidable outil de décarbonation de la mobilité. On a mis en place, nous, ce qu'on appelle des étiquettes carbone. On a fait un peu comme quand vous achetez un frigidaire ou un logement avec des étiquettes A, B, C, D, et on compare en fait la performance des CERM au fur et à mesure de leur montée en puissance par rapport à la voiture. Et là aussi, l'empreinte carbone de quelqu'un qui est dans un CERM par rapport à une voiture particulière, c'est assez spectaculaire. Alors peut-être un mot sur les études qu'on a pu mener. Ça rejoint aussi beaucoup de choses qui ont été dites dans la salle tout au long de ces 2 jours. Ce qu'attendent les clients, c'est pas tellement un train léger, un tram, où ils attendent un service. Et ça a été dit à plusieurs reprises, c'est la facilité de passer d'un mode à un autre, c'est la tarification. On a parlé aussi de distribution entre différents réseaux, et c'est là où ça coince encore, avec des sujets d'interopérabilité, de tarification qui sont différentes d'un secteur à l'autre. Et vraiment, ce qu'attend l'usager des services publics, c'est d'avoir quelque chose de simple, de performant, et qui lui permettent d'aller d'un bout à l'autre, comme avec sa voiture, de retrouver en fait les caractéristiques de la voiture. Et vraiment, tous les projets qu'on peut mettre en place, que ce soit des trains lourds, des tram-trains, des trains légers, enfin on peut les appeler comme on veut. L'objectif, c'est vraiment de penser service quand on travaille ces sujets-là. Alors les tram-trains, c'est vrai que les réflexions sont venues, vous l'avez dit, de villes comme Karlsruhe, où la question s'est posée de se dire, on a pas mal travaillé les transports dans les grandes agglomérations, et on voit au bout d'un moment ça coince, parce que le sujet vient au-delà du périmètre des transports, avec ce que certains urbanistes appellent la ville invisible, qui se met en mouvement le matin et le soir, avec des flux de voitures qui arrivent dans les grandes agglomérations. Et la question, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution pour desservir ces zones qui sont un peu plus éloignées, qui sont pauvres en transport en commun, pour leur offrir des transports aussi performants que les tramways dans les grandes villes. Et cette idée de tram-train qui est un peu l'intermédiaire entre le train et le tramway, puisque le tramway ne va pas aussi loin et le train ne s'insère pas aussi bien dans les villes, ça a été ce produit un peu hybride en fait, que vous avez décrit. Et effectivement, quand on regarde d'un point de vue puriste, on a deux types de tramway, de tram-train, vous les avez cités. Et ce qui fait la différence entre le pur qui est à Mulhouse, comme vous l'avez dit, c'est cette interconnexion avec cette capacité de passer de lignes ferroviaires, de voies ferroviaires à des voies urbaines, et de se glisser dans les rues d'une ville, ce qui est le cas à Mulhouse, puisque le tram-train arrive
devant la gare. Il est vraiment sur les mêmes voies que le tramway, et donc la correspondance est immédiate. Et puis vous pouvez ensuite continuer tout votre trajet avec le tramway de Mulhouse qui vous diffuse dans le reste de l'agglomération. Donc ça, c'est l'exemple que l'on a cité en premier comme étant le vrai tram-train pur. Mais par contre, les autres expériences sont également intéressantes. On a parlé de l'Ouest lyonnais et puis du tram-train de Nantes. Ce qui est intéressant dans ces deux expériences, c'est qu'il n'y a pas d'interconnexion, mais par contre, on a quand même utilisé ce que vous disiez, les capacités d'un tramway que n'a pas un train, c'est-à-dire d'aller vite d'une station à une autre, ce que ne sait pas faire un train, accélérer, décélérer rapidement. On est sur des distances beaucoup plus longues avec un train classique. Donc ça, c'est intéressant quand on dessert des stations en urbain. C'est aussi cette capacité de s'insérer avec un matériel qui est plutôt issu de la famille des tramways. Et cette capacité à, on le disait vous le disiez dans l'atelier lyonnais, de franchir des rampes un peu plus élevées, de négocier des courbes que ne sait pas négocier un train, et donc là aussi de réduire les coûts quand un train classique arrive en ville. Donc ça, c'est aussi un de ses intérêts. Mais l'intérêt de cette deuxième famille de lignes, c'est aussi d'aller se connecter au réseau de transport urbain. Et si je prends les deux exemples, l'exemple lyonnais, à un moment, il rencontre le métro. Et à Gorge de Loup, vous avez une grande partie des clients qui font une correspondance pour ensuite poursuivre leur trajet avec le métro lyonnais. Et là, on a un système global qui fonctionne bien parce que vous êtes compétitif par rapport à la voiture, parce que pour tous ceux qui pénètrent dans Lyon le matin ou en sortent le soir, vous savez que c'est pas si évident que ça. Et donc là, on a quelque chose de performant qui vous permet, grâce à une correspondance de très bonne qualité, d'accéder à l'ensemble de l'agglomération. C'est pareil quand on est sur Nantes, avec un pôle d'échange qui se situe à Aluchère, où vous faites du quai à quai avec le tramway, et là aussi vous avez une diffusion sur l'ensemble de l'agglomération. Donc encore une fois, ce qui est important, c'est d'avoir cette connexion avec le réseau de transport urbain, et que vous ayez un réseau de transport urbain de qualité qui permet après de récupérer ces clients qui viennent du tram-train pour continuer leur voyage dans le reste de l'agglomération. Et donc cette interconnexion, elle peut se faire d'un point de vue technique, ou elle peut se faire à un moment en rencontrant un mode lourd d'une métropole. Et c'est la somme des deux qui va rendre le système intéressant. Alors peut-être en conclusion, je vais dire que ce qui importe quand on va sur ce type de produit, on sait que quand on arrive dans la ville-centre, on va trouver tous les services mobilité qui vont vous permettre de terminer votre voyage. Ce qui va être important, c'est aussi de faire tout un travail en amont. Là, on est en périphérie et les transports sont moins importants. Donc, c'est de travailler sur des parkings relais qui permettent, là où il n'y a pas de transport en commun, de garer sa voiture pour terminer son voyage en transport en commun. C'est le travail sur les pistes cyclables, c'est les lignes d'autocars qui doivent desservir les gares. Ça a été cité pas mal par nos amis suisses qui ont fait un gros travail pour refondre un certain nombre de lignes d'autocars. Et c'est vrai, en France, quand on regarde le tracé de nos lignes d'autocars, on en a un grand paquet qui passe à côté des gares. Et donc c'est ce travail-là aussi qui va permettre d'avoir un système qui fonctionne de manière performante. Et puis on l'a dit, après c'est toutes les connexions avec les transports urbains, et puis l'information voyageur, la tarification. Le Léman Express fonctionne bien parce qu'il a une communauté tarifaire qui permet d'utiliser plusieurs modes de transport,
qui permet d'utiliser dans un même espace avec un même tarif qui est le Léman Pass, de passer d'un mode de transport à un autre de manière hyper simple. Et ça, c'est la clé du succès. Donc, certes, il y a le véhicule, le tram-train, mais sans tout le reste, ça ne marchera pas. Donc, raisonnons à chaque fois service. Je pense que c'est vraiment le mot-clé. Et je l'ai entendu souvent dans les différentes tables rondes. Et tant mieux, parce que c'est vraiment la clé. Ce sera la clé du succès des CERM. Merci. On a un petit quart d'heure pour discuter ensemble. Donc, s'il y a des questions, s'il y a des remarques, c'est le moment. Sinon, vous taisez à jamais. Le micro arrive. Bonjour, David Chauvin, Société Flowbird. J'ai une question concernant l'accessibilité, et notamment pour les CERM. Est-ce que vous envisagez de mettre de l'open payment, par exemple ? Alors de moins en moins, ça va être la SNCF qui décidera des systèmes que l'on met en place. Donc comme vous le savez, et d'ailleurs on se retrouve en compète sur les distributions régionales, puisqu'elles sont mises en appel d'offres. Et donc on a affaire à des cahiers des charges où les régions nous font part de leurs demandes et puis on apporte une réponse. L'open payment... on a commencé à le tester, il est plus compliqué à mettre en place en ferroviaire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des tarifs sont des barèmes kilométriques. Et ça nécessiterait de valider à la montée et de valider à la descente. Ou d'avoir sur certaines OD, et c'est ce qu'on a commencé à tester, sur des OD principales, parce que dans certaines gares, vous savez que vous avez 50% des personnes qui vont à un endroit précis. Sur certaines OD, ça pourrait se tester. Mais on n'a pas, malheureusement, comme dans les transports urbains, des tarifs plats qui permettent de généraliser facilement cette technologie. Alors on a essayé d'autres, notamment en Occitanie, d'autres technologies, avec Fertic notamment, qui marche là pour le coup avec de la géolocalisation, qui est également une solution technique intéressante, qui permet là aussi de faciliter l'intermodalité, le passage d'un mode à l'autre, avec là aussi le post-paiement, de payer une facture mobilité à la fin du mois. Donc c'est des innovations qu'on teste un peu partout, mais de plus en plus on sera contraint par les régions qui décident des systèmes qu'elles vont mettre en place, puisqu'elles reprennent la main sur la distribution. Alors, Jean-Pierre Wolf. Merci. Oui, c'est une question concernant les trains légers ou les tram-trains. Entre les exemples allemands et puis les exemples français, je mettrai le cas de Mulhouse comme ce qu'on peut voir en Allemagne. Je pense à Nantes en particulier. Effectivement, à Nantes, il y a ces correspondances faciles à la station la Louchère, et puis il y a aussi la correspondance au niveau de la gare. Mais est-ce qu'on n'aurait pas beaucoup plus de facilité de pouvoir voyager dans Nantes si, à un moment, on passait du réseau national au réseau urbain? Alors la question que je vous pose, est-ce que c'est une opposition des institutions qui hésitent à améliorer le système pour les usagers? Je ne suis pas un spécialiste du réseau nantais. C'est dommage que Serge Michel soit pas dans la salle. Mais il y a quand même un sujet sur Nantes. C'est à chaque fois un sujet d'insertion urbaine. Et vous avez un réseau de tramway à Nantes qui est dense, en fait. Et le tram-train longe en fait le tramway. À un certain moment, ils sont vraiment l'un à côté de l'autre. Après, je ne sais pas s'il y a des études en cours sur Nantes, sur ce sujet, en tout cas pas à ma connaissance.
Je peux peut-être compléter parce que j'avais eu l'occasion de travailler sur l'histoire. En fait, il était prévu un réseau express dit districal et départemental à Nantes qui, justement, combinait à la fois le tramway et les toiles ferroviaires. Et notamment, s'il y a un terminus en face de la gare de Rezé, Pont-Rousseau, ce n'est pas un hasard, c'est qu'après, on était censé rattraper la ligne et aller à l'aéroport. Et c'est le président du conseil régional de l'époque qui a coincé, parce qu'il fallait domestiquer les sillons, comme on dit. Et ça faisait perdre 5 minutes au TER qui continuait sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie et sur Pornic. Et donc il a dit 5 minutes, quand je vois de l'argent que je mets pour gagner 5 minutes, c'est pas normal, on arrête ça. Et c'est pour ça que l'aéroport n'a pas été desservi comme ça en tram-train. Et ça a tout arrêté à ce moment-là. Et c'est pour ça après que sur Nantes-Châteaubriand, on a essayé de trouver une solution un peu hybride. Mais qui était au départ destiné à ne pas le rentrer dans le réseau TER. Alors ça a quand même été fait à un moment donné, mais au départ c'était vraiment une autre gestion. Pour ça c'était le département qui était à la pointe à l'époque sur la gestion. Et Nantes a fait un gros travail pour compléter son réseau de tramway avec des BHNS. Il ne faut pas oublier qu'on peut faire des choses très bien avec du bus en site propre. Et ils ont vraiment fait un gros travail également pour compléter le réseau tramway avec ce type de service. Peut-être sur les trains légers, j'en ai pas parlé. On travaille aussi sur des nouvelles générations de trains légers qui pourront également apporter des solutions. Alors, en termes de capacité, ils sont un cran en dessous, hein, puisque les tram-trains, ceux dont on a parlé, alors Mulhouse, c'est un train Siemens et puis un dérivé des tramways Alstom que l'on a, le Dualis, on est sur les 250 places. Hein, je regarde un spécialiste dans la salle en face. Et là, on travaille sur des nouvelles générations de trains légers, alors que celui qu'on appelle Teli, qui offre 150 places, ou Drézy, dont vous avez peut-être entendu parler récemment, avec 80 places. Donc là, on est sur des générations de trains un peu en dessous, qui trouveront leur place, je pense, dans la palette de tous les outils qu'on pourra proposer. Ils ont l'avantage aussi d'être sur batterie, donc de pouvoir s'affranchir des caténaires, parce que quand on travaille sur ces projets-là, on cherche aussi à baisser les coûts. Et les infrastructures pèsent pour beaucoup dans ces projets, en fait. Hein. Et ces générations de trains légers viendront compléter la panoplie des tram-trains. Et puis à côté de ça, on a toujours les gros porteurs pour desservir ce qu'on appelle le mass transit. Voilà, donc on a maintenant une collection de véhicules qui vont permettre d'apporter des services performants. Alors c'est pour ça que quand vous avez mis le petit schéma là, à la fin, là, donc sur les différents liens entre capacité et puis donc usage, hein, on part de l'hyperdense qui est vraiment pour des gros flux, jusque justement les petits concepts de type flexi ou ferromobile, parce qu'il y a aussi un concurrent hors groupe SNCF, ou train léger innovant Drézy. Alors bon, c'est vrai que c'est des petits modules, mais ils sont couplables. Donc ça veut dire aussi que de Teli, c'est en effet 150 places, un seul c'est 80. C'est le successeur du 73 500 que tout le monde connaît. Et donc, monorail, monocaisse, mais dont l'idée était qu'il soit le plus flexible possible dans l'usage et dans les aménagements intérieurs aussi. Hein, parce que c'était dans l'idée qu'on pouvait faire aussi de la messagerie, enfin, d'autres types d'usages. Oui, donc on a une gamme qui va de 100 passagers à 1300 si on prend les gros porteurs. Peut-être justement une question sur les trains légers. Juste, est-ce qu'il y a une visibilité en termes de calendrier pour des premières commercialisations ou expérimentations? Alors sur Drézy, de mémoire, on est en 2028. Et sur Teli, c'est plutôt 2030. Hein, si je ne dis pas de bêtises, je vois Stéphane qui hoche de la tête, donc je ne dis pas de bêtises. Alors, plein de questions. Donc, Honoré Dupont. Bonjour, merci. Moi, j'avais une question pour revenir sur le tram-train. Un des enjeux du tram-train, c'est aussi sur des questions d'exploitation. Comment on va faire pour que le tramway qui va rouler sur la chaussée
puisse arriver au bon moment pour s'insérer sur le réseau ferré national. Et ma question porte sur ce sujet pour la SNCF. Qu'est-ce qui est prévu dans ce cas-là pour que justement on n'ait pas de problème de ponctualité et qu'entre guillemets un tram-train ne rate pas son sillon en arrivant sur le réseau ferré national? Les cas dont on parle, on n'est pas sur des lignes qui sont hyper circulées, hein, donc heureusement, parce que sinon ça serait très compliqué. On ne rencontre pas les mêmes sujets que ceux qu'on rencontre sur les TER classiques, où effectivement on a à la fois une combinaison de TGV, de TER, de trains de fret, même de mouvements techniques, hein, parce que dans certaines gares, ça peut représenter un nombre de trains importants qui font juste des manœuvres techniques. Mais sur ces tram-trains, ceux dont on vient de citer, on n'a pas ce sujet en tout cas. Peut-être juste compléter. Sur ce genre de sujet, d'abord, il n'y en a pas non plus des centaines en France, hein, des tram-trains, et bien régulièrement sur ces sujets-là, ce sont des lignes du RFN qui sont soit des lignes délaissées, soit peu circulées. Donc c'est vraiment le phénomène de saturation en fait que vous évoquez dans votre question. Mais on n'est pas sur ce genre de problématique-là, ce qui d'ailleurs évite, entre guillemets, hein, de devoir s'atteler à ce que vous dites, à la problématique de régularité du tram-train qui attaque le RFN peut-être pas à la bonne heure. Jusqu'à présent, la question ne s'est pas posée. Mais ce sera une question à poser à nos collègues allemands, parce que leurs tram-trains, eux, débouchent sur des lignes circulées. Hein, alors oui, peut-être une question, parce qu'on approche, voilà, Jean Varlet. Oui, Jean Varlet, Université Savoie-Mont-Blanc. C'est pas une question, c'est amener un complément d'information sur la question nantaise. Il y a un quart de siècle, Marie-Stéphanie Noquet a soutenu une thèse qui a étudié ce problème nantais et de connexion entre tramway, train, etc. Et ça remonte à loin. Donc, si ma mémoire est bonne, on est dans un cas d'école magnifique français de problèmes de relations entre acteurs et d'autorités et d'opérateurs. D'un côté, il y avait le transporteur urbain et l'autorité nantaise qui étaient très innovantes du point de vue tramway urbain et qui avaient émis l'idée d'aller jusque vers Châteaubriand, mais au-delà des limites du PTU. Et donc, passant hors de cette limite, ça passait sur le réseau ferré d'autorité de la région, qui, elle, avait dit non, pas de tramway sur nos voies ferrées. Du point de vue opérateur, le directeur régional SNCF de Nantes était à fond pour cette idée-là, d'aller faire passer les trains du centre de Nantes, du tramway de Nantes, jusqu'à Châteaubriand. Mais la direction parisienne a dit niet, surtout pas. Donc finalement, c'est le transporteur urbain et l'autorité urbaine qui ont gagné, avec cette solution hybride, avec changement de véhicule vers la Luchère ou je ne sais plus où. Et au bout du compte, 6 mois plus tard, la direction générale SNCF crée la mission du périurbain dans son organigramme, s'étant rendu compte qu'il y avait un marché à prendre et qu'il l'avait raté. Bien, alors une ultime question là-bas au fond, puis après il sera l'heure d'arrêter, de céder la place aux plénières. Et oui, ça va vite. Bonjour, alors désolé, c'est une question qui va être très technique, ça va peut-être pas intéresser tout le monde, mais ça concerne les bogies et les roues. J'ai cru comprendre que ça a été assez compliqué de trouver le bon équilibre, les bonnes tailles de boudin de roue et de chanfrein qui fait la liaison entre la jante et le boudin. Parce que par exemple, les matériels ferroviaires purs, et certains tram-trains, du coup, ont des bogies et des roues type matériel ferroviaire pur. C'est le cas du tram-train de l'Ouest lyonnais. C'est une des raisons pour laquelle ils ne vont pas rouler sur le réseau urbain. C'est qu'ils ne pourraient pas rentrer dans les rails et gorges du réseau urbain. Mais à contrario, un boudin de roue de type tramway ne pourrait pas rouler sur le RFN parce qu'il pourrait le faire en section ou en alignement droit, mais il ne pourrait pas passer les appareils de voie. Donc apparemment, c'est quelque chose de très subtil et très compliqué que de trouver les bonnes tailles de boudin et de jantes qui permettent cette dualité. Enfin, en tout cas, on a trouvé le compromis puisque ça roule. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a, dans la conception de ce type de matériel, il y a eu énormément de débats, il y a eu énormément de compromis à trouver, et chacun a dû aller vers l'autre d'une certaine façon, en essayant justement d'œuvrer dans le sens commun. Alors on peut dire,
Le contexte allemand était peut-être intéressant pour ça, c'est-à-dire que les acteurs avaient vraiment envie d'aboutir. Peut-être que dans d'autres contextes, on aurait opposé tellement d'arguments techniques que ça ne se serait pas fait. Mais à partir du moment où ça existe dans un pays, les autres n'ont pas de raison de trouver ça bizarre de le faire chez eux. Hein. Bon, voilà, il a fallu essuyer les plâtres quelque part. Non. Bien, mais écoutez, on va vous remercier et puis on va céder la place à la plénière de clôture hein, pour ne pas trop retarder les départs des uns et des autres. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup, M. Stein et M. Bornet, pour ces contributions.